Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Président d'honneur du CREFOM, cher Victorin, Mesdames et Messieurs les ministres et anciens ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, présidents de collectivités et élus, Monsieur le Préfet d'Île-de-France, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions économiques, syndicaux et associatifs, chers amis, je tiens tout d'abord à rendre hommage à tous les bénévoles et aux responsables du CREFOM qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour défendre l'intérêt général et les Outre-mer français. J'en profite pour dire aussi ma reconnaissance aux 200 bénévoles qui ont travaillé sur la réussite de ce moment politique unique. Julien, Christiane, Sarah, Nathalie, Charles, Cédric, Samia et tous les autres. Je veux aussi saluer les présidents des CREFOM Guadeloupe, Martinique, Réunion et leurs équipes qui ont fait le déplacement, ainsi que les délégués des CREFOM venus de tout l'Hexagone. J'adresse également mes remerciements à mon secrétaire général, Daniel Dalin, et à mes vice-présidentes, que ce soit la présidente du Conseil général de la Réunion, notre amie et partenaire Nassima Dindar, la députée de la Polynésie, Maïna Sage, Jean-Michel Martial, Marie-Josée Ali, Claude Rib, Génie Hippocrate, Génie d'ailleurs qui fait un travail formidable sur la drépanocytose et qui tient son prochain gala sur la drépanocytose, et enfin Claudie Siard, que je remercie d'avoir bien voulu animer ce dîner politique. Je veux dire à Claudie que nous continuerons de nous battre à ses côtés pour que Tropic FM retrouve sa vocation ultramarine. J'ai une pensée particulière, et j'allais dire particulièrement fraternelle, pour le président d'honneur du CREFOM, Victorin Lurel, Toto. Toto, comme nous l'aimons à l'appeler affectueusement. Il y a 2 ans, lui le socialiste, moi le sarkozyste, nous avons décidé de créer une instance représentative qui rassemblerait pour porter une voix commune pour les Outre-mer. Nous pouvons être fiers du travail accompli. Ça viendra, Monsieur le Premier ministre. Il faut être patient. Nous pouvons être fiers du travail accompli. Nous regroupons plus de 600 associations, des centaines d'élus et de personnalités, y compris de l'Hexagone, les grandes organisations professionnelles, et nous sommes puissamment représentés dans de nombreux territoires ultramarins et dans l'Hexagone, et nous continuons à nous étendre. Victorin Lurel porte au nom du CREFOM les lois égalité réelle économique. Ces lois devront marquer une véritable révolution pour les Outre-mer. Mais il faut pour ça un consensus politique. Il faut que les partis politiques acceptent d'oublier leur rivalité et travaillent ensemble, comme ce soir. L'exemple nous est donné par le Premier ministre Manuel Valls et l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, que je vous demande d'applaudir. Monsieur le Premier ministre, au nom de l'ensemble des membres du CREFOM, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Votre présence nous honore. Vous savez à quel point les Outre-mer sont complexes et exigeants, et je veux vous dire que chacun de nous sera bienveillant et attentif à votre prise de parole, notamment s'agissant de votre position sur l'égalité réelle économique défendue par le CREFOM. Et puisque vous vous exprimerez devant plusieurs centaines de présidents d'associations ultramarines de l'Hexagone, nous souhaitons vous alerter sur la nécessité urgente de désigner le nouveau délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, poste créé par l'ancien président Nicolas Sarkozy et qu'il m'avait confié en 2007. Monsieur le Président, cher Nicolas Sarkozy, nous sommes heureux de votre présence à nos côtés. Je ne suis pas sarkozyste par hasard. Oui, j'aime votre énergie, votre détermination à respecter votre parole et la fidélité indéfectible que vous savez témoigner à vos amis. Je connais aussi votre engagement personnel sur l'outre-mer que vous avez appris à connaître, à respecter et à aimer. Je veux vous en remercier chaleureusement et vous redire ma fidélité. Je souhaite la bienvenue à notre ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, qui a engagé une collaboration fructueuse avec notre organisation. Je voudrais également remercier la ministre
Najat Vallaud-Belkacem, d'abord pour sa présence, merci madame, mais aussi parce que nous lui devons la récente nomination d'un recteur réunionnais à La Réunion que j'ai porté avec Erika Barèche, qui était alors députée. C'est dire si je suis heureux d'accueillir en ministre Erika Barèche, notre ancienne vice-présidente, avec qui nous avons mené et gagné nombre de combats. J'en profite pour remercier Annick Girardin, que nous connaissons bien, Jean-Michel Baillet, que nous souhaitons connaître mieux, Thierry Braillard, avec qui nous avons grand plaisir à travailler, et Christian Eckert, le grand argentier, qui va devoir jouer un rôle important dans les séquences qui vont suivre. Nous allons être à vos côtés, monsieur le ministre. Je souhaite avoir un mot particulier pour Valérie Pécresse. Elle a été la première parlementaire de l'Hexagone à avoir adhéré au CREFOM parce qu'elle considère que l'outre-mer, c'est l'affaire de tous et nous avons toujours pu compter sur elle. Nous voulons donc la remercier pour sa présence, sa confiance et l'amitié qu'elle porte aux outre-mer. J'en profite pour remercier les parlementaires de l'Hexagone qui ont adhéré au CREFOM, parmi lesquels le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui est très soucieux des outre-mer, ou encore notre ancien ministre, Yves Jégo. Yves Jégo, qui a marqué nos outre-mer. Merci Yves pour ta présence. Nous souhaitons que vos exemples soient suivis. Nous allons réformer nos statuts pour créer un collège des grands élus ouvert à tous. Je lance donc un appel à nous rejoindre, à nos amis parlementaires de l'Hexagone qui sont présents dans cette salle. Et puisque le président du CSA, Olivier Schrammeck, est présent, je souhaite relayer une demande des télévisions privées ultramarines. Devant les difficultés économiques et sociales qu'elles rencontrent avec les différents acteurs de la distribution, de la diffusion et de l'édition, les médias privés ont demandé au CSA qu'il les accompagne, notamment par ses bons offices et son rôle d'instance de dialogue. Pour lui permettre de jouer ce rôle, seriez-vous favorable, Monsieur le Premier ministre, au renforcement de ses pouvoirs de régulateur économique, qu'il s'agisse d'investigation, d'analyse et d'orientation économique, de pouvoir de conciliation ou de règlement des différends? Et s'agissant de France O, nous considérons que l'évolution de sa ligne éditoriale pour valoriser et promouvoir les Outre-mer, comme la nécessité de faire vivre les Outre-mer dans le paysage audiovisuel français, s'impose si nous voulons jeter des ponts entre tous nos territoires et l'Hexagone. Le président de la République, à notre dernier dîner, a pris des engagements en ce sens devant le CREFOM. Il est donc temps que ces promesses se traduisent de manière explicite dans la convention d'objectifs et de moyens que signera l'État avec France Télévisions. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous mettre en œuvre pour que France O retrouve sa vocation ultramarine? Cela n'exonérera pas, bien sûr, les autres médias de leurs responsabilités, parce que l'outre-mer, c'est aussi l'affaire de tous les médias nationaux. Nos partenaires du CRIF et du CCAF sont également présents, et ce soir, nos trois institutions représentatives disent d'une même voix, et nous voulons qu'elles soient entendues: il n'y a pas de concurrence des mémoires. Frantz Fanon nous le rappelait: écoute, quand on parle du juif, on parle de toi. C'est donc uni que nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, de reprendre le chantier ouvert par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Nous voulons que la loi Guesso, qui pénalise le négationnisme et réprime l'apologie de la Shoah, soit étendue au génocide arménien et aux crimes contre l'humanité que représente l'esclavage. Il me reste à remercier tous les grands chefs d'entreprise et les responsables des grandes organisations professionnelles. Alors, bien sûr, le président de la FEDOM, Jean-Pierre Philibert, qui nous a toujours soutenus et qui défend avec talent les économies d'outre-mer, mais aussi le président modeste de l'UGPBAN, Éric Delucy, à qui il me soit permis d'exprimer ce soir notre gratitude. Ce militant inlassable de l'unité et de la valorisation des Outre-mer a soutenu le CREFOM dès ses débuts et a compris à quel point notre dîner politique est un moment essentiel pour les ultramarins. Sans lui, je le dis, cet événement politique n'aurait pas eu lieu.
ni le premier autour du président de la République, ni celui de ce soir. Merci, Éric. Devant les milieux économiques qui nous soutiennent, je veux relayer leurs préoccupations sur l'important dossier du RGEC. Des négociations sont en cours aujourd'hui entre votre gouvernement et la Commission européenne sur les règles qui seront applicables en matière d'aide d'État dans nos régions d'outre-mer. La difficulté de ces négociations s'avère sans précédent et le président de la République lui-même a dû intervenir auprès du président Juncker pour souligner l'importance politique de ce dossier. Un échec rendrait impossible la réalisation de l'égalité réelle économique que le CREFOM défend et pénaliserait gravement le développement économique de nos outre-mer. Dans ces conditions, pouvez-vous nous assurer que la France n'hésitera pas à peser de toute son influence à Bruxelles afin que non seulement le niveau d'intensité de nos aides ne baisse pas, mais aussi que nous restions bien dans la logique de l'article 349 du traité qui prévoit que le seul plafonnement possible est celui des surcoûts effectivement supportés par nos entreprises par rapport à leurs équivalents métropolitains. Cher Victorin, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, oui, l'outre-mer doit être une priorité nationale. Mais ce n'est pas seulement parce que nous sommes plus éloignés, plus fragiles, plus menacés que les régions hexagonales, et que nous devons relever collectivement le défi du développement de nos économies insulaires ou quasi-insulaires. Les Outre-mer doivent être notre priorité parce que c'est tout simplement l'intérêt de la France. Il faut qu'on arrête de considérer et de dire que les Outre-mer ont besoin de l'Hexagone et que cette relation est à sens unique, mais que l'on dise à nos compatriotes que ce besoin est réciproque et que la France, elle aussi, a besoin de ces Outre-mer. Ceux qui présentent notre pays comme une petite bande de terre au bout de l'Europe, à la population de race blanche, vieillissante, à l'identité menacée et sur le déclin, ne connaissent pas notre pays, sa géographie et son histoire. Nous savons, nous, en Outre-mer, nous savons que la France n'est pas un petit pays. La France est un archipel, elle est mondiale et elle est maritime, elle est puissante grâce aux Outre-mer. La France est une puissance nucléaire grâce à la Polynésie. Elle est une puissance spatiale grâce à la Guyane. Elle est le deuxième domaine maritime du monde par l'étendue de sa zone économique exclusive qui lui offre de grandes réserves de richesses et de croissance économique sur les plans énergétiques, miniers, alimentaires, géopolitiques et de la sécurité alimentaire planétaire. Il est peu de domaines où l'outre-mer ne jouera pas un rôle déterminant dans un proche avenir, dans un contexte de rareté des ressources essentielles qui conditionne notre quotidien. La puissance de la France d'outre-mer s'exprime également dans le domaine sportif, où nos immenses champions, comme mon ami Jean-Marc Mormec, qui est dans la salle et que je salue, font résonner la Marseillaise avec fierté. C'est aussi le cas pour la littérature, mais aussi pour la musique. Jacob Desvarieux, présent ce soir, et le groupe Cassav ont une réputation planétaire. C'est pourquoi nous ne nous adressons pas à vous en quémandeurs. La République doit être attentive à ces territoires éloignés et nous devons être conscients que c'est notre intérêt mutuel. Ceux qui offensent l'histoire, les traditions, l'identité et l'essence de la France en convoquant la race pour la réduire à une identité mélanique devraient s'en souvenir. Nous voudrions leur dire qu'il n'y a de race. Je demande un peu de silence. Je demande un peu de silence, s'il vous plaît. S'il y a un médecin pour évacuer, il y a un médecin qui arrive. Pardon. Nous voudrions leur dire qu'il n'y a de race que la race humaine. Le CREFOM porte d'ailleurs une revendication pour laquelle nous comptons sur votre soutien, la suppression du mot race dans la Constitution et dans nos lois, avec notre président d'honneur. Si cette réforme ne supprimera pas le racisme et les discriminations, elle enlèvera sa justification au classement hiérarchique entre les groupes humains fondé sur la croyance qu'il existe des races humaines. Nous voudrions leur dire que les 4 DOM historiques, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie, sont français depuis plus longtemps que la Savoie ou Nice,
notre communauté de destin est donc ancienne. Léon Gontran Damas, fils de mulâtres européens, africains et d'une métisse amérindienne, disait, lui, trois fleuves coulent dans mes veines, ces fleuves de sang mêlé font que la France est un pays à nul autre pareil. La France des trois océans, c'est la preuve que l'on peut être égaux sans être semblable. C'est l'image d'un pays sûr de lui-même et de ses valeurs et qui considère sa diversité comme une richesse et non comme une menace. Les Outre-mer qui sont un formidable laboratoire de modernité du vivre ensemble, où toutes les religions se côtoient dans le respect des grands principes de la laïcité et des valeurs de la République, sont un exemple dont devrait s'inspirer la nation. Si elle veut avoir un discours et des ambitions universalistes, la France devrait considérer nos territoires non plus comme une charge budgétaire, voire un problème, mais bien comme un atout, une fenêtre ouverte sur le monde et un potentiel immense pour notre avenir commun. Elle devrait dire, avec reconnaissance et fierté, que les Outre-mer sont une chance pour elle et en retour, la République devrait se hisser à la hauteur de notre histoire commune et répondre à nos aspirations légitimes. Ces enjeux, cette ambition, cette perspective, ce chemin portent-nous l'égalité réelle économique. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président d'honneur du CREFOM, au premier dîner du CREFOM, le 21 novembre 2014, nous avons démontré, chiffres à l'appui, que les Outre-mer n'étaient pas des territoires assistés et que l'effort national, dans beaucoup de domaines, était inférieur à ce que notre République pouvait faire pour ces territoires hexagonaux. À cette occasion, le Président de la République s'était engagé devant nous sur le principe d'une loi sur l'égalité réelle économique, suivi par des plans territoriaux, et avait considéré que les Outre-mer devaient être une priorité nationale. Le 9 mai 2015, en Guadeloupe, le Président de la République a annoncé qu'une mission de préfiguration serait donnée au député Victorin Lurel en sa qualité de président d'honneur du CREFOM. Jusque-là, l'égalité réelle était invoquée de manière incantatoire et velléitaire dans différents cercles de réflexion. Aujourd'hui, l'intense lobbying que nous avons mené depuis notre création a réussi à imposer progressivement et méthodiquement l'égalité réelle économique dans l'agenda politique national. Et c'est bien parce que la société civile, unie avec le CREFOM, dans le CREFOM, s'est emparée de ce sujet essentiel qu'il est en passe d'aboutir. Il faut maintenant passer aux actes et que le rêve de toute une génération, ce rêve devienne réalité. Ce dîner est l'occasion de définir les contours et le contenu de la loi d'orientation et des lois d'adaptation demandées par le CREFOM, des plans territoriaux soutenus par l'ensemble des acteurs économiques d'outre-mer, défendus par les responsables politiques ultramarins et rêvés par les populations, lois qui engageront les outre-mer vers une égalité réelle économique en une décennie. Malgré leur dynamisme et les politiques publiques qui y sont menées, les outre-mer qui cumulent des situations défavorables ne parviennent pas à combler suffisamment rapidement les retards de développement par rapport à l'Hexagone. Dans ce contexte, il me paraît important de vous rappeler vos propos, Monsieur le Premier ministre. En janvier 2015, vous aviez demandé un plan pour ce que vous avez appelé les territoires relégués, les territoires discriminés. Vous avez même osé le mot « apartheid ». Nous devons reconnaître dans ce classement que vous déplorez que nos outre-mer, hélas, occupent les places les moins enviables pour tout ce qui relève de la responsabilité publique. Nos taux de chômage sont 3 fois supérieurs à la moyenne nationale. Celui de nos jeunes explosifs peut dépasser 60%. Le taux de pauvreté est entre 3 et 4 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Et on prend l'exemple de la Seine-Saint-Denis qui vous préoccupe à raison. Il est en 2011 à 24,8% contre 42% à La Réunion. Nous avons entre 23 et 39 ans de retard en matière de santé publique, notamment quant à la mortalité infantile. Notre PIB par habitant, en moyenne, dépasse péniblement 58% de la moyenne nationale, avec des disparités très fortes suivant les territoires. Nous sommes donc très loin des zones, des régions de l'Hexagone les plus pauvres. Pour toutes ces raisons, nous sommes certains que vous aurez à cœur de placer les Outre-mer en tête de vos priorités absolues. Ce mois de mars
nous célébrons le 70e anniversaire de la départementalisation. Et nous avons, en 2016, l'opportunité historique de refonder notre pacte avec la République et de changer de modèle économique et de perspective. Nous pouvons tous ensemble en finir avec les fantasmes qui présentent les Outre-mer comme des territoires assistés, en finir aussi avec le défaitisme et le sous-développement qui consiste à considérer que les Outre-mer sont condamnés à demeurer en marge économique de la République. Après l'égalité civique en 1848, l'égalité politique en 1946, l'égalité sociale dans les années 86, il faut maintenant construire le dernier chaînon, l'égalité réelle économique en une génération. La première loi d'orientation que nous souhaitons voir présentée cette année et adoptée cette année doit fixer à l'État une obligation d'assurer la convergence des différents indicateurs et qu'ensuite s'ouvrent des négociations territoriales pour définir des plans. Et tout ça suppose de fixer une méthode, des objectifs dans le temps et en concertation étroite avec les élus et les milieux économiques. Car comme le disait Aimé Césaire, nous ne voulons plus donner à personne délégation de penser pour nous, délégation de chercher pour nous. Nous ne pouvons plus accepter que qui que ce soit se porte fort pour nous. Nous devons donc créer un modèle économique adapté à chaque territoire. Wallis et Futuna, qui compte 13 000 habitants, ne peut pas se développer comme la Réunion, qui en compte 800 000. Cette méthode doit concerner l'évaluation par une autorité indépendante et doit être aussi opposable. Il faut un critère simple. Pour nous, c'est le critère PIB par habitant. La route que nous proposons n'est pas la route de la facilité, c'est la route du travail, de l'effort, du mérite. Mais il faut que les entreprises aient les moyens d'action avec un SMIC adapté par territoire et dont le différentiel serait compensé auprès des salariés par l'État. La mise en place d'une zone franche globale d'activité sur tout le territoire et pour toutes les activités. Ces plans devraient également comprendre la suppression de toutes les charges, tant salariales que patronales, affectées au salaire. Après 7 décennies, l'Outre-mer ne peut plus attendre. Cette exigence d'égalité réelle, la République nous la doit. Nous devons combattre les idéologies et les préjugés et nous assurer que les 2 lois qui devront émerger de ce processus, que ces lois ne soient pas des opérations de communication politique à la veille des échéances présidentielles. L'État doit mettre en œuvre et respecter les décisions qui seront prises. L'État doit tenir sa parole. Il faut en terminer avec l'époque des promesses sans lendemain et des magnifiques discours incantatoires qui retombaient comme un soufflet. Nous voulons construire l'Outre-mer dans la France de demain, celle que nous laisserons à nos enfants, celle qui sera libérée des schémas anciens et qui ouvrira la route d'un destin commun. Et je veux le dire, ce n'est pas une affaire de majorité et d'opposition, ce n'est pas une affaire de gauche et de droite, c'est l'affaire de tous les responsables politiques, c'est l'affaire de tous les Français, c'est la grande affaire du XXIe siècle. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président d'honneur du CREFOM, c'est tout l'Outre-mer qui vous regarde ce soir. Je vous remercie. Merci Patrick. Merci Patrick Karam, président du CREFOM. Alors je dis de Patrick, alors tout à l'heure, Patrick, tu as cité Valérie Pécresse, qui n'était pas encore arrivée. Valérie Pécresse est avec nous. Non, mais voilà, elle est arrivée durant ton discours. Je vous demande d'applaudir Valérie Pécresse, s'il vous plaît, présidente de la région Île-de-France. Bonsoir. Je dis de Patrick qu'il est mon frère, l'homme que nous allons accueillir maintenant est mon grand frère. Oui, d'accord, c'est une histoire de famille. C'est un homme qui désormais est entré dans l'histoire de la Guadeloupe, de sa Guadeloupe natale, de l'Outre-mer, de la France et de l'humanité. Merci pour ce musée de la mémoire de la traite négrière et de l'esclavage. Je vous demande d'accueillir monsieur le député, ancien ministre des Outre-mer, ancien président de la région Guadeloupe, monsieur Victorin Lurel, président d'honneur du CREFOM. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers membres du CREFOM, et à vous toutes et à vous tous ici présents en vos grades et qualités.
C'est avec plaisir et honneur que je participe à ce dîner, rendez-vous désormais institutionnalisé, et qui, au vu du nombre de personnes présentes ce soir, s'inscrit désormais comme un événement annuel majeur. En préambule, vous me permettrez d'adresser un message particulier à mon ami Patrick Caram, président du CREFOM, qui, avec l'énergie et la volonté qu'on lui connaît tous, a permis de nous réunir tous ce soir pour faire, comme le dit le slogan du CREFOM, entendre notre voix, celle des Outre-mer, celle de la France. Je tiens à remercier particulièrement Patrick pour avoir, avec son entêtement, son ardeur, d'avoir remis sur le chantier le sujet d'actualité qu'est le thème de l'égalité. C'est donc grâce à sa persévérance et à son ardeur que nous sommes là. Je tiens également à saluer notre Premier ministre, Manuel Valls, qui par sa présence ce soir témoigne de l'engagement constant des plus hautes autorités de l'État en faveur des Outre-mer. Je salue et remercie particulièrement notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pour sa présence active et sa constante sollicitude à l'égard des Outre-mer. Monsieur le Premier ministre, votre participation à ce dîner revêt une dimension toute particulière ce soir, car nous n'en sommes peut-être pas suffisamment conscients, mais nous sommes aujourd'hui à l'aube, j'ose le dire, d'une petite révolution dans nos territoires. Suite à la commande du président de la République, François Hollande, vous m'avez en effet chargé de conduire une mission parlementaire relative à l'égalité réelle outre-mer. Je vous ai ainsi remis, et je vous le remets dans une petite seconde, un rapport qui, je le crois, toute modestie gardée, fera date dans l'histoire de nos pays. Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie ainsi tout particulièrement d'avoir pris la mesure de l'urgence à agir outre-mer et de m'avoir permis de dessiner les contours d'une politique de long terme pour nos territoires. Par-delà l'ensemble des politiques ambitieuses menées par le gouvernement depuis 2012, vous avez fait acte d'une volonté forte qui réalise ainsi l'engagement numéro 29 du président de la République pris lors de la campagne présidentielle de 2012, donc alors candidat. Il disait « J'encouragerai un nouveau modèle de développement des Outre-mer comportant un programme d'investissement et une action prioritaire pour l'emploi et la formation des jeunes. » On aura du mal, hein? Pendant plus de 8 mois, j'ai ainsi largement consulté les élus, les forces dites vives et les experts. Conformément aux souhaits du président de la République, j'ai cherché à mener ce travail dépassant les clivages et en recueillant l'ensemble des contributions. Mais j'ai l'impression qu'on ne m'écoute plus. Je sais que c'est un peu long. Mais bon, je vous demanderai de patienter un petit peu. Le Premier ministre lui-même m'a demandé d'être bref. Mais je constate qu'il y a là un bruit de fond qui peut être, pardonnez-moi, désagréable. La République est notre droit commun. Pensez donc l'avenir commun des Outre-mer en son sein de manière transpartisane et transcourant le commandait. Le rapport que je viens de vous remettre, Monsieur le Premier ministre, trace donc une grande ambition pour nos Outre-mer. J'ose qualifier ce travail d'ambitieux et de courageux. Ambitieux car, comme le souhaitait
le président de la République et le Premier ministre que vous êtes, ce rapport devait préfigurer un ou deux textes de loi pour l'égalité réelle dans tous les territoires habités des Outre-mer. S'il vous plaît. Non, c'est difficile. C'est vrai, peut-être qu'au fond, vous n'entendez pas bien, le confort n'est peut-être pas optimal, mais s'il vous plaît, durant les discours, un peu de patience et surtout du silence. Merci beaucoup. La solennité commande de... Parce que la Constitution proclame que l'ensemble des citoyens français sont égaux, ce projet devait surpasser les spécificités des statuts et des régimes législatifs. Pour résumer la parole de Monsieur le Président, l'égalité réelle doit transcender les statuts et les régimes législatifs. Mettre en œuvre la marche vers l'égalité réelle de Papeete à Pointe-à-Pitre, de Cayenne à Nouméa, ce n'est pas reconnaître qu'il existerait une égalité virtuelle, mais bien permettre qu'il existe encore dans certains territoires français des inégalités réelles, externes et internes, qui n'offrent pas les mêmes chances à tous les enfants de la République de s'émanciper. L'objectif et l'ambition de cette loi est donc bien d'offrir, après l'égalité civique, politique et sociale, une égalité réelle, notamment économique, permettant la convergence des niveaux de vie des ultramarins vers le niveau national. Il ne s'agit pas là d'un projet égalitariste, mais bien d'une politique de réelle égalité des chances. Nous l'assumons, ce prisme philosophique et même idéologique. Ainsi, j'assume l'idée selon laquelle, si la République offre à tous ses citoyens une égalité continue des chances tout au long de leur vie, il pourrait, à terme, exister des inégalités, d'ailleurs qui sont considérées comme des inégalités justes, justifiées par le mérite de celles et de ceux qui auront su saisir par leur mérite, leur travail et leur talent, qui auront su donc saisir leur chance. Ce rapport propose donc au gouvernement de faire adopter au Parlement une loi d'orientation relative à l'égalité réelle outre-mer, en faisant une priorité de la nation et comportant un volet interne et un volet externe de réduction des inégalités. Concrètement, je propose de décliner dans des plans de convergence des engagements contractualisés entre les collectivités intéressées et l'État. Il faut respecter la libre administration territoriale. Ces plans de convergence, qui ne devront pas dépasser 25 ans, devront définir les politiques publiques à mettre en œuvre pour corriger les inégalités externes et internes, ainsi que les moyens budgétaires et fiscaux nécessaires à leur réalisation. Pour mesurer cette convergence, des indicateurs pertinents devront être choisis. J'ai proposé une combinaison de critères, PIB par habitant, IDH, terme un peu technique, un rapport interdécile. Suite à une identification et une hiérarchisation précise dans chaque territoire ultramarin des investissements publics de base, de structure et de couverture à réaliser pour mettre en œuvre les stratégies de développement et de convergence, il s'agira de s'assurer que les moyens budgétaires et financiers prévus soient réellement mobilisés. Plusieurs propositions de garantie sont ainsi faites. Cette présentation globale faite, je rappelle que ce texte fait l'état des lieux des inégalités vis-à-vis de l'Hexagone, mais également des inégalités internes. Si je souhaite faire l'économie de vous présenter dans le détail les 35 recommandations déclinées en 75 propositions que j'ai tenu à exposer devant la presse et mes collègues parlementaires, je souhaite néanmoins revenir sur certaines mesures capitales à mes yeux pour parvenir à l'égalité réelle. Il s'agira tout d'abord d'établir une égalité sociale réelle en droit. Elle n'existe pas tout à fait sur le complément familial, sur l'allocation logement, sur la VEPF, sur la gestion, si j'ose dire, des prestations sociales et familiales des fonctionnaires. C'est géré ici par les caisses d'allocation familiale, géré là-bas par les ministères, et ça, je peux vous dire, ça fait différence, ça fait même discrimination.
Il sera par ailleurs nécessaire de mettre à niveau les infrastructures de base, les établissements scolaires, les réseaux d'électrification, les réseaux numériques, les réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, le transport public. Compte tenu de l'importance des investissements à réaliser, je propose d'étendre l'aide fiscale aux investissements, autrement dit la défiscalisation, aux infrastructures publiques, y compris à la démolition des bâtiments pour reconstruire en normes parasismiques. Au-delà de ces réformes, qui nécessiteront des investissements publics considérables, je propose d'aller plus loin en s'attaquant au mal qui gangrène nos sociétés, le chômage. Je considère que le chômage, et notamment celui des jeunes, est le principal vecteur d'inégalité outre-mer. Comment accepter que plus de la moitié d'une génération soit exclue du monde du travail, voire exclue de l'intégration à la société? Je propose donc un véritable, et je l'appelle comme ça, un véritable bing-bang, en décrétant l'état d'urgence sociale et de décréter un bing-bang économique. Si je recommande fortement au gouvernement de prendre ces mesures, je ne cherche pas à le contraindre ni à lui adresser des injonctions. Il faudra donc du courage et de l'audace pour relancer la création de valeur et d'emplois. Je propose en ce sens de rendre obligatoire pour le système éducatif de trouver une formation obligatoire aux décrocheurs et aux élèves en échec qui sortent donc du système sans titre, sans diplôme, sans qualification. J'ose aller plus loin, Monsieur le Premier ministre, que les principaux et les proviseurs et les établissements scolaires soient jugés sur leur capacité, bien sûr, à faire réussir nos élèves, mais à leur capacité à placer les décrocheurs et les sortants en échec dans un centre de formation, un CFA ou une école de la deuxième chance, et si l'offre ne devait pas être suffisante là-bas, eh bien d'avoir des cohortes de stagiaires qui viendraient ici se former. Nous proposons, restez bien en place, la régionalisation du SMIC et le suivi des chômeurs par Pôle emploi, donc une délégation aux régions, avec un système de compensation aux salariés. Vous avez un salaire médian dans les Outre-mer à peu près de 1 700 €. Le SMIC brut est de 1 400 €. Le SMIC représente plus de 82% du salaire médian des salariés. C'est trop pour les petites entreprises. Il faut donc maintenir le SMIC national avec un système de compensation à trouver. Réviser le système du chômage partiel pour éviter à l'entreprise en difficulté de faire l'avance de la trésorerie. Adopter outre-mer le contrat unique d'embauche, accompagné d'un compte personnel d'activité élargi de droits portables attachés aux salariés. Monsieur le Premier ministre, compte tenu de l'actualité du sujet, n'y voyez pas là une provocation de ma part. Améliorer la conciliation en matière de conflit du travail et instaurer une semaine obligatoire de négociation entre l'employeur et l'employé avant de saisir les tribunaux. Je propose par ailleurs de relancer la croissance en créant pour 10 ans renouvelables des zones franches globales sur l'ensemble des secteurs d'activité et sur tous les territoires outre-mer, avec des bonifications pour les îles des archipels et les zones déshéritées. Parallèlement, je souhaite redonner du souffle aux TPE et aux PME, c'est l'essentiel de notre tissu économique, en raccourcissant les délais de paiement trop longs imposés aux petites entreprises par les collectivités, par les grands clients, par les titulaires de marchés publics, en instituant une garantie universelle de paiement, en demandant à l'une des banques publiques, CDC, AFD ou BPI, de prendre en DAI, à taux zéro, toute créance, toute facture qui serait due depuis plus de 2 mois. En mettant au point l'équivalent de ce qu'on appelle en bon français un Small Business Act, en réservant un tiers des commandes publiques aux TPE et PME, tout en veillant à ne pas surenchérir les coûts. En relevant le seuil de chiffre d'affaires
à 70 000 € pour les activités de service et à 160 000 € pour les activités commerciales des micro-entreprises, autrement appelées auto-entrepreneurs, pour favoriser la création d'entreprises et d'emplois. Enfin, vous connaissez l'ardeur avec laquelle je me bats depuis de longues années pour lutter contre la vie chère et renforcer le pouvoir d'achat des plus fragiles. Ce rapport propose de poursuivre inlassablement ce combat en mettant en œuvre des politiques de concurrence outre-mer, en faisant tomber tous les barrières à l'entrée dans tous les secteurs, en incitant à la création de centrales d'achat pour les petits commerces de proximité. Monsieur le Premier ministre, je me permets, à ce moment de mon propos, de vous signaler, je n'ose pas dire vous interpeller, sur une mesure adoptée souverainement par le Parlement, sur laquelle votre ministre, chargé du numérique, compte revenir. La fin des surcoûts de l'itinérance téléphonique, autrement dit roaming, outre-mer, qui asphyxie par les prix les consommateurs ultramarins. Je vous demande solennellement de ne pas céder à la demande du lobby des opérateurs téléphoniques qui entend poursuivre sa politique injuste de tarification, estimant que les Outre-mer sont un marché étranger. La lutte contre la vie chère commande aussi par cela. L'égalité réelle ne doit plus attendre. D'ailleurs, vous qui êtes ici la parlementaire, vous êtes considéré comme un territoire étranger et vous devez faire l'avance des fonds alors que ce n'est pas le cas pour un parlementaire de l'Hexagone. Redonner du pouvoir d'achat, c'est avant tout aider les plus fragiles. Je propose au gouvernement, à compter de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, de créer un complément temporaire de retraite pour les retraités dont la pension est inférieure au taux de pauvreté national. Je peux vous dire, c'est la majorité des pensionnés. Pour finir tout à fait, je tiens à insister sur le fait qu'outre les efforts budgétaires conséquents qu'impose la bonne réalisation de ces projets, la stratégie de convergence devra également être l'occasion de corriger les inégalités internes, notamment en termes d'écart de revenus. Je l'affirme, on ne peut engager une réflexion sur le rapprochement des niveaux de vie entre l'Hexagone et les Outre-mer et chercher une forme d'égalité de situation en ignorant les efforts que chacun doit nécessairement fournir sur le plan interne. Je me permets ainsi de rappeler que si le rapport entre les 10% des plus riches et les 10% les plus pauvres dans l'Hexagone est de 3,4, les riches ici sont 3,4 fois plus riches que les pauvres. En Guyane, c'est 10,7 fois plus riche que les plus pauvres, 6,7 en Guadeloupe, 7,9 en Nouvelle-Calédonie, et j'en passe. À mesure qu'on se la rapprochera des standards nationaux en matière de revenus ou de PIB par habitant, il faudra accepter d'aligner les efforts des ménages et des entreprises outre-mer en fonction de leurs facultés contributives. Plusieurs propositions qui font déjà débat sont sur la table, mais je le répète, elles n'ont pas pour seul objectif d'apporter des recettes supplémentaires, mais bien à terme de réduire les inégalités internes au territoire. Mesdames et messieurs, l'attente suscitée outre-mer par ce rapport sur l'égalité réelle nécessitait l'exercice de pédagogie que je viens de faire. Demain, il appartiendra à chacun de se saisir de ces propositions, de les critiquer, de les amender, de les enrichir. En tant que président d'honneur du CREFOM, je sais que notre organisation saura faire vivre ce débat qu'il a réactualisé lors de son premier dîner annuel en novembre 2014. Je sais combien ce défi de l'égalité tient à tous, en particulier à mon ami Patrick Karam. Je vous fais confiance à tous pour accompagner avec, là aussi, de l'ardeur pour faire aboutir cette démarche. Je vous souhaite à tous un bon dîner et que vive le CREFOM. Victorin Lurel. Merci Victorin.
Et merci encore une fois, car sans toi, mon cher Victorin, le CREFOM n'aurait pas ce visage de l'outre-mer au pluriel. Je pense à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Car si j'oublie Saint-Pierre-et-Miquelon, cher Annick, hein, n'est-ce pas? Je voudrais saluer l'arrivée de notre ministre des Outre-mer, Georges Pau Langevin, s'il vous plaît. Ma grande sœur, vous voyez, la famille est grande. Nous lui devons la nomination du Premier ministre des Outre-mer. Qu'il n'y ait pas de confusion, je parle du ministre des Outre-mer, Marie-Luce Panchard. Nous lui devons également, et Patrick Caram l'a dit tout à l'heure, la création de la première délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, dont Patrick fut le premier délégué, le deuxième, d'accord, et puis l'entrée symbolique et historique d'Aimé Césaire au Panthéon. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir l'ancien président de la République, M. Nicolas Sarkozy. Bon, mesdames et messieurs, d'abord, j'ai entendu que les brillants orateurs qui m'ont précédé demandaient le silence. Bon, mais ici, c'est les Outre-mer. On n'est pas silencieux. On parle, on a des choses à se raconter, on est heureux de se retrouver, et l'idée de dominer l'Assemblée pour leur demander un silence total, c'est une idée parfaitement contraire à cette identité ultramarine que nous aimons tous. J'ai donc décidé, en plein accord, je dois le dire, avec le Premier ministre, et c'est une information très importante que je vais vous donner, de réduire mon discours à l'essentiel. Bon. Je dois la vérité dire, et j'en rends hommage à Manuel Valls, qu'il a spontanément et généreusement accepté cette proposition. Manuel, tu as été un peu plus discret quant à la propre règle que tu t'appliqueras, mais ça sera après moi. Alors, que les choses soient claires. D'abord, je veux dire ma joie d'être aux côtés de Patrick Caram, qui est un type particulier. Quand il a une idée dans la tête, on ne peut pas s'en défaire. Et il a cette modernité d'être fidèle. Très honnêtement, c'est tellement rare dans la vie en général et dans la politique en particulier que ça mérite d'être souligné. Je voudrais également dire à Victorin, s'il le permet, au-delà de nos différences, mon amitié. La vie politique est cruelle. Ne le savent que ceux qui font de la politique. Ceux qui ne font pas de la politique, je veux dire les spécialistes de la politique, c'est-à-dire ceux qui ne sont présentés à aucune élection, qui ressemblent comme des frères aux spécialistes de l'économie, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais été dans l'entreprise, ne savent pas que dans la politique, on a des hauts et on a des bas, qu'on gagne ou qu'on perd. Et Victorin, moi, la considération que j'ai pour toi n'est pas fonction des mandats que tu exerces, mais du respect que j'ai pour ta personne. Enfin, je veux dire en saluant les ministres qui sont ici, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, que j'aime beaucoup, chacun le sait. Ça ne veut pas dire que j'aime moins les ministres, mais je ne me permets pas de leur dire comme ça, c'est plus institutionnel. Avec Valérie Pécresse, une très grande proximité. Je voudrais dire au Premier ministre Manuel Valls que je suis, s'il le permet, heureux d'être à cette tribune avec lui. Parce qu'il me semble qu'en respectant nos différences, et elles existent naturellement, nous sommes ici pour la même cause. Nous sommes attachés aux Outre-mer, car il n'y a pas un Outre-mer, mais des Outre-mer, et c'est très lassant d'expliquer qu'on ne peut pas avoir la même politique dans chacun des Outre-mer, Madame la Ministre. Mais chacun sait bien, et il le sait comme moi, qu'on ne réduira pas les inégalités Outre-mer sur un mandat, un quinquennat, que ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite, que ce n'est pas l'affaire d'un seul mandat, et c'est toute l'idée de Patrick comme de Victorin, c'est une affaire beaucoup plus importante dont nous aurons, avec les bienfaits de l'alternance, à nous occuper les uns et les autres. Et à ceux qui ne sont pas habitués à ça, je voudrais les prévenir. On aura tous des successeurs. Et on a tous été les prédécesseurs de quelques-uns.
Donc nous devons mettre notre volonté au service de l'outre-mer. Patrick, et j'en terminerai par là, nous a posé 3 questions. La première tient au principe de l'égalité économique réelle. Est-ce que nous, les Républicains, chère Valérie, chers parlementaires qui sont ici, est-ce que nous sommes prêts à nous associer, à voter, cher Manuel Valls, un projet qui serait mis sur la table du Parlement portant cet accord cadre? Sur le principe, oui. Et je le dis en tant que président des Républicains. Que les choses soient claires, oui. Alors, il faut aussi qu'on se dise la vérité. Ça ne veut pas dire que dans le remarquable rapport de Victorin, je suis d'accord avec tout. Est-ce qu'on est bien d'accord? Le principe qui consiste à dire oui à des inégalités outre-mer, il faut mettre en place un mécanisme pour supprimer ces inégalités selon des modalités qui resteront aux différentes majorités qui se succéderont de définir, Victorin. Tu le comprends bien. Nous sommes plus attachés à la création de richesses. J'ai cru comprendre que tu étais très attaché à la répartition. Permets-moi de te dire qu'on ne répartit pas ce qu'on n'a pas créé. Et tu le sais parfaitement bien. Non mais, parce que dans le rapport, il y avait tellement de choses, j'ai essayé d'être attentif. Bon. Donc, l'accord politique de principe, sommes-nous, l'opposition, prêts à nous associer à un projet de loi qui serait présenté par le gouvernement? La réponse, c'est oui, cher Patrick et cher Victorin. Deuxième question qui nous a été posée, et il me semble qu'elle est très importante, c'est l'affaire du négationnisme, Madame la ministre de l'Éducation nationale. Il n'y a pas à hiérarchiser dans l'horreur et dans le négationnisme. Si on considère qu'il faut pénaliser, au sens du droit pénal, la contestation de la Shoah, eh bien, je considère, moi, qu'il faut pénaliser la contestation du génocide arménien. On ne va pas ajouter aux souffrances de ce génocide la contestation de la mémoire. Et bien sûr, qui aurait l'idée folle de contester que l'esclavage n'a pas été un crime contre l'humanité, et la contestation de cette réalité criminelle doit être pénalisée au même titre que les autres. Voilà. Là aussi, alors, Patrick dit que c'est la loi Guessot, chère Valérie, on peut en discuter à l'infini. La chose qui compte, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, on n'est pas d'accord avec ces gens qui n'acceptent pas les leçons de l'histoire. Il y a des hommes et des femmes qui ont souffert, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arméniens, Monsieur le Président, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient noirs et qu'ils soient africains. Avec cette affaire de l'esclavage, il n'y a aucune espèce d'indulgence à avoir en la matière. Donc, Patrick, la réponse est oui. Alors, troisième chose, la race. Je suis content qu'il en ait parlé, parce que l'idée de réduire la France à une race est une idée profondément stupide. Si la France était une race, ça se saurait. La France est une idée, la France est un idéal, la France est une culture, la France est une mosaïque, la France est une ambition, la France est un rêve, la France est une espérance. Une espérance qu'elle n'est pas, c'est une race. Et j'ai eu, dans mon propre parti politique, au moment des élections régionales, à prendre des décisions qui n'étaient pas agréables. Mais toute personne qui assimilera la France à la race blanche ne portera pas l'étiquette du parti politique que je préside. Après, faut-il ou non, si j'ai bien compris, faire de la suppression du mot race dans la Constitution un élément? Jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais apporté mon soutien à cette proposition parce que je pensais que ce n'est pas parce que vous supprimez le mot race que vous supprimez le racisme. Qu'on puisse en discuter, Patrick, je suis d'accord. L'idée, c'est que personne n'assimile donc notre pays à une race. Et enfin, et je voudrais vraiment terminer par là, ces outre-mer, de quoi ont-ils besoin? Je dirais d'abord de respect. Il y a un côté très réducteur à considérer que quand on va outre-mer ou qu'on parle de l'outre-mer, on va quelque chose d'un endroit exotique, avec fleurs et colliers, merci pour
les fleurs et les colliers que vous avez remis, mais l'outre-mer, c'est d'abord des femmes et des hommes qui se sentent profondément français et qui veulent vivre dignement du fruit de leur travail et pouvoir élever leurs enfants avec un avenir pour leurs enfants. Donc ce n'est pas de l'exotisme, pardon, c'est une réalité profondément humaine qui exige du respect. Ensuite, il y a l'amour qu'on doit aux Outre-mer. Et j'ai bien conscience du fait qu'il y a un agacement parmi nos compatriotes ultramarins de la félicité quand il y a une moisson de médailles, Monsieur le ministre des Sports, due aux jeunes femmes et aux jeunes hommes ultramarins, mais que par ailleurs, indépendamment des Jeux Olympiques ou du Championnat du monde, on oublie que cet outre-mer, on a un peu assez d'être considéré comme le dernier wagon du train ou un poids. La France ne serait pas la France sans les outre-mer. La France serait beaucoup plus petite, la France aurait moins de possibilités, et la France, me semble-t-il, d'un point de vue économique, ça lui coûtera moins cher de réduire une bonne fois pour toutes les inégalités outre-mer plutôt que de porter l'outre-mer comme si c'était un fardeau, alors que l'outre-mer, c'est une opportunité, c'est une ambition et c'est une chance pour nous. Voilà, mesdames et messieurs, au fond, la ligne de partage entre nous. Ce n'est pas l'opposition et la majorité, ce n'est pas la gauche ou la droite, c'est la ligne de partage entre ceux qui n'ont jamais mis les pieds outre-mer et qui en parlent de loin comme d'une vague carte postale, c'est la ligne de partage entre ceux qui pensent que la France serait plus heureuse repliée sur l'Hexagone et ceux dont nous sommes à cette tribune et dans cette salle qui pensent que si la France est un pays, pour reprendre l'expression de Patrick, à nul autre pareil, c'est justement parce que la France est présente, grâce à l'outre-mer, sur tous les océans du monde. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Nicolas Sarkozy, attendez, là c'est des briefings, je les laisse. Et voilà. Monsieur le Président, je voudrais juste me mettre là, à la place des Mahorais, et vous remercier, car c'est vrai que l'on avait promis à Mayotte de devenir le 101e département français, et cela a tardé, et c'est vous qui l'avez réalisé. Merci pour Mayotte. J'ai vu votre ancien conseiller Outre-mer très attentif à vos propos, Benoît Lombrière, qui est là, et à ses côtés, un ancien ministre des Outre-mer, de l'Outre-mer, on disait à l'époque, c'était un secrétariat d'État, Dominique Perben. Voilà, applaudissez-les tous les deux, s'il vous plaît. Et puisque nous parlons de conseillers Outre-mer, mon ami Marc Vizy, conseiller du président de la République François Hollande, est également là. Je vous demande de l'applaudir. Plus Outre-mer que lui, je ne connais pas. Nous savons qu'il a l'Outre-mer justement dans son cœur et dans son esprit. En ce moment, il est, c'est le moins qu'on puisse dire, surchargé. Je ne sais pas s'il y a un mot beaucoup plus fort. Il nous fait l'insigne honneur d'être avec nous ici et merci de la considération que vous nous accordez, Monsieur le Premier ministre. Je vous demande d'accueillir pour son discours le Premier ministre de la République française, Monsieur Manuel Valls. Mesdames et messieurs, chers amis, Nicolas Sarkozy m'a mis, j'allais dire une nouvelle fois, dans une vraie difficulté. Parce que, en échangeant il y a un instant et en disant qu'il fallait réduire nos interventions, il vient malheureusement pour celui qui avait préparé et écrit ce long discours de créer un véritable drame. Je me dois de respecter l'engagement que nous avons pris, pas pour nous seulement, mais d'abord pour vous et pour tous ceux qui attendent de dîner dans un instant. Donc moi aussi, je vais essayer de me consacrer à l'essentiel de mon propos. Je voudrais d'abord remercier Patrick Caram de m'accueillir pour ce deuxième dîner annuel du CREFOM. L'an dernier, le président de la République avait inauguré cette rencontre. Et je tenais par ma présence à saluer cette belle initiative, tout en remerciant à mon tour, comme il l'a fait, l'ensemble des bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie. Et je suis très heureux de pouvoir intervenir ce soir, d'être ici avec vous et de l'être avec le président Nicolas Sarkozy, parce que je crois qu'en effet, c'est un beau symbole que
devant les représentants des associations des Outre-mer, devant la diversité qui est celle de ces territoires qui représentent, oui, une chance, un atout pour la France, qu'au-delà des clivages, des différences, de nos débats, ils sont bien naturels dans notre démocratie, que nous montrions ainsi, l'ancien président de la République, le chef du gouvernement actuel, cette volonté d'agir ensemble pour notre pays. Et si le pays a besoin de débats, de confrontations utiles, il y a des moments indispensables qui montrent la volonté, l'action d'agir ensemble. Je veux aussi saluer Toto, le président d'honneur, notre ami Victorin, qui a été un formidable ministre des Outre-mer, qui est une personnalité attachante, que nous aimons tous, et qui a remis hier, chacun l'a compris, à la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, que je salue, et à la secrétaire d'État à l'égalité réelle, Erika Baretz, c'est aussi un beau symbole, un rapport important sur l'égalité réelle Outre-mer. Et un rapport issu déjà d'un travail avec les élus, les forces économiques et sociales de tous les Outre-mer. Et comme Victorin a beaucoup de métiers politiques, sachez qu'il devait me remettre, et il va me remettre officiellement le rapport vendredi, mais, et c'est normal, il a tenu à me surprendre et à vous présenter ici, lui-même, directement, non seulement le rapport, mais les grandes propositions. Nous savons tous qu'il y a beaucoup à faire et que les ultramarins ont souvent, trop souvent, l'impression de n'être que des citoyens de seconde zone ou en tout cas ignorés. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc le combat pour l'égalité aujourd'hui, c'est le combat pour une égalité qui n'est pas seulement affirmée dans les textes et dans les mots, mais qui se traduit dans les faits et au quotidien. Et nous savons que cette action, elle doit se mener ou elle doit reposer sur 3 piliers. Bien sûr, il y a d'abord le rattrapage économique. Et pour cela, et depuis longtemps, et ce gouvernement s'honore bien sûr de le faire, nous investissons en Outre-mer à travers l'action du budget qui a été préservé, augmenté, sous l'œil vigilant des parlementaires des Outre-mer, et je veux tous les saluer. Nous le faisons également pour inciter les acteurs économiques à faire eux aussi le choix des Outre-mer. Et puis il y a eu des dispositifs, je pense à la montée en puissance du CICE Outre-mer. Il y a bien sûr ce que nous devons faire, et vous m'avez interpellé, cher Patrick Caram, sur le rôle de l'Europe, et vous m'avez interrogé directement là-dessus, donc je vous réponds. J'ai abordé personnellement cette question avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, lors de notre dernier entretien, et sa réponse a été très claire, et donc à nous d'être vigilants. Les changements de droit communautaire ne doivent pas entraîner de modifications dans l'intensité des aides que nous apportons aux Outre-mer. Et nous n'hésiterons pas à faire entendre notre voix lors des négociations, vous les avez rappelées, en cours sur la révision du RGEC. Les traités européens reconnaissent les problématiques propres aux régions ultrapériphériques. Et c'est le fameux article 349 du traité que vous avez cité. Il faut que nous utilisions pleinement les marges qui nous sont offertes, et nous le ferons avec l'aide de tous les professionnels, et en particulier de Redom. Et puis, chacun l'a bien compris, l'agriculture, là, de ce point de vue-là, reste un sujet majeur. Et là aussi, nous pourrions prendre un seul exemple avec le ministre de l'Agriculture. Nous avons engagé toutes les démarches pour que les industriels de la canne à sucre bénéficient de 38 millions d'euros d'aide. Elles sont nécessaires face à la suppression des quotas. Toutes ces mesures, ce sont davantage d'emplois en Outre-mer. Et nous avons également, et vous le savez, prévu des dispositifs d'insertion professionnelle spécifiques. Je pense à l'un d'entre eux, je veux uniquement le citer, j'avais pu le constater très concrètement à La Réunion, c'est le service militaire adapté, qui est un formidable outil pour se former. Beaucoup a été fait, et je ne veux pas aller plus loin. Il faut donc désormais aller plus vite, c'est-à-dire agir par la loi. Sur la base des 38 propositions du rapport de Victorin Lurel, un projet de loi pour l'égalité réelle des Outre-mer sera présenté en Conseil des ministres. Et je l'espère, si cela est possible, avant l'été. La ministre des Outre-mer et la secrétaire d'État à l'égalité réelle auront la mission
de mener ce travail dans les tout prochains jours. 70 ans donc après la loi de 1946, l'adoption de cette loi serait un très beau symbole. Et je ne doute pas que nous aurons un très large consensus politique sur ce thème, à une condition, c'est que nous soyons exemplaires dans la préparation du texte. Les ministres, les parlementaires, et bien sûr, Victorin aura un rôle tout à fait essentiel, dans la concertation avec l'ensemble des acteurs économiques, politiques, sociaux, culturels de nos territoires, mais bien sûr dans la concertation entre majorité et opposition, aussi bien avec l'Assemblée nationale qu'avec le Sénat. Donc, cher Nicolas Sarkozy, j'ai bien entendu votre message sur le fait que vous étiez prêt à vous engager sur ce texte et sur cette belle idée. Alors, nous devons ensemble être exemplaires dans le travail de préparation afin que cette loi fixe un cadre pour le développement économique des Outre-mer. Charge ensuite au gouvernement, aux exécutifs locaux en lien avec les parlementaires et toutes les forces économiques et sociales de le décliner dans chaque territoire. Nous ferons aussi là, non seulement le pari de l'intelligence politique, mais également le pari de l'intelligence locale. Et nous pouvons le décliner, bien sûr, comme nous l'avons fait dans le document stratégique Mayotte 2025. Nous pourrons le décliner dans le pacte d'avenir également pour la Guyane. Il y a là, me semble-t-il, sur tous les territoires, de quoi faire de manière extrêmement concrète. Nous agissons bien sûr dans beaucoup de domaines, et j'aurais pu citer l'éducation, parce que c'est un élément tout à fait essentiel. Nous pourrions également parler plus longuement de la culture, et il y a ici des représentants tout à fait remarquables de cette diversité culturelle. Mais je veux également répondre à votre interpellation. Cela veut dire donc mieux reconnaître la contribution majeure des Outre-mer à la culture française. Nous avons besoin d'une chaîne de télévision qui valorise les productions artistiques, culturelles et intellectuelles ultramarines, et je parle sous le regard du président du CSA, Olivier Schramek. La chaîne François doit, et le président de la République l'avait évoqué l'an dernier ici même, être exclusivement dédiée aux Outre-mer. Et je souhaite que Delphine Ernotte et l'équipe de France O proposent dès cette année, dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens, un projet de programme ambitieux. Et puis par ailleurs, le pluralisme est indispensable, outre-mer. Mais les marchés insulaires, et vous le savez, sont très petits, ce qui rend la coexistence de plusieurs chaînes compliquée. L'équilibre économique doit être savamment entretenu, et nous devons y être attentifs. Cette solution appelle sans nul doute une réflexion plus poussée sur les missions du CSA. C'est pourquoi je demanderai à la ministre de la Culture et de la Communication, en lien avec la ministre des Outre-mer, de se saisir de ce sujet. D'autres sujets, d'autres thèmes auraient pu être évoqués. Je pense bien sûr à celui de la santé. Mais comme il faut aller là aussi à l'essentiel, je veux insister sur l'affirmation des Outre-mer au sein de la République. Car le dernier pilier de l'égalité réelle s'est affirmé avec force, et chacune des actions que j'ai évoquées trop rapidement y contribue déjà, la place des Outre-mer et des ultramarins au sein de la République. Mon gouvernement s'est ainsi engagé dans une démarche de promotion à compétences égales des talents des Outre-mer. Et elle se traduit déjà dans les faits. Jamais autant d'ultramarins n'auront été nommés à des postes de ministres, ambassadeurs, préfets, responsables, policiers. Vous le rappeliez, c'est plus qu'un symbole. Et la ministre de l'Éducation nationale y a beaucoup contribué. Un recteur d'origine réunionnaise a ainsi été nommé en poste à La Réunion il y a quelques jours. C'est un symbole et ça montre qu'à compétences égales, il faut poursuivre ce chemin à tous les niveaux de l'administration de la République. Parce que c'est la juste reconnaissance de compétences trop longtemps méconnues. Notre République est diverse et donc notre fonction publique doit l'être également. Pour faire cette promotion, une structure a été créée. Il y a là une continuité républicaine et je veux la saluer. La délégation interministérielle à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. La précédente déléguée a été nommée préfète à l'égalité des chances dans le département du Nord. J'ai donc décidé de confier cette tâche à une personnalité que vous connaissez, c'est-à-dire à Jean-Marc Mormec, ancien champion du monde de boxe, un exemple d'abnégation et de travail, et je l'invite d'ailleurs à nous rejoindre sur scène, sous vos applaudissements.
Je fais non seulement les discours, mais je fais également l'animation de la soirée. Allez, il y a de la place là-bas. Nous connaissons tous la profondeur de ses convictions et son attachement aux valeurs républicaines. Il était d'ailleurs à mes côtés avec plusieurs membres du gouvernement au lancement du plan national contre le racisme. Et je sais que nous pourrons compter sur lui dans les prochains combats. Et les combats, il sait les mener en faveur des Outre-mer. Encore vos applaudissements pour lui. Mesdames et messieurs, réaffirmer la place des Outre-mer au sein de notre République, c'est enfin lutter sans cesse contre les préjugés et contre les racismes. Et face à ceux qui soutiennent que les Outre-mer coûtent à la France, je veux réaffirmer combien ils sont une richesse, une source d'inspiration et un champ de possibilités. Les Outre-mer, vous l'avez dit, tous les trois, rayonnent et font rayonner la France sur tous les océans. Face au racisme, aux paroles et aux actes, nous devons donc opposer la plus grande détermination. Le racisme est un délit inscrit dans notre droit. Il sera toujours sanctionné. À nous tous collectivement donc de ne rien laisser passer. Et face à ceux qui voudraient réduire la France à un pays de race blanche, nous devons affirmer que Marianne n'a pas de race, pas de couleur. Et quand elle était en danger, la République a été défendue par des ultramarins, par le général Alexandre Dumas, par Félix Éboué, par le bataillon du Pacifique, par tous ceux qui portaient notre devise « Liberté, égalité, fraternité » dans leur cœur. Et cette devise traverse toutes les mers. Et donc, face à ceux qui prônent la haine et le repli, nous devons rappeler la force de la République et de ses valeurs. Et face aux tenants d'une France figée dans son passé, nous devons opposer et sans cesse continuer de bâtir, et nous pouvons le faire ensemble, une France fraternelle, fière de sa diversité et de l'universalité de ses valeurs. Et face à cela, moi je suis prêt à regarder de près comment, y compris sur le plan législatif, nous pouvons évoluer ensemble. J'ai entendu les propos du président Karam, j'ai entendu la proposition du président Sarkozy. Cela veut dire que nous pouvons sans aucun doute avancer ensemble. Il y a eu déjà un beau débat au moment de la loi Taubira à propos de l'article 5 qui à l'époque n'avait pas été voté. Il posait toute une série de problèmes, mais en tout cas pour la condamnation du racisme et par rapport à ce mot race, s'il faut aller plus loin, le gouvernement est prêt à travailler ensemble, à condition bien sûr sur toutes ces questions-là qu'il y ait un consensus. En tout cas, je prends la main que nous a tendue Nicolas Sarkozy. Mesdames et messieurs, chers amis, déjà en 1982, Césaire nous rappelait à l'Assemblée nationale que le combat, le séculaire combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité n'est jamais entièrement gagné et que c'est tous les jours qu'il vaut la peine d'être livré. L'égalité réelle ne se décrète pas, elle ne se déclame pas, elle se construit. Et je propose donc que nous la construisions ensemble, que nous rassemblions tous les bâtisseurs de l'égalité réelle de demain, et cela commence ici, maintenant, à ce deuxième dîner annuel du CREFOM. Pour tout le reste, je vous renvoie au discours et à tout ce qui était prévu, mais moi je veux aller à l'essentiel et vous dire tout simplement que je vous remercie, que vous comptez, que vos propositions, elles sont aujourd'hui en train de progresser, que notre présence ici, à tous, démontre que nous avons franchi, me semble-t-il, une belle étape ce soir. Vive la République, vive les Outre-mer et vive la France. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Premier ministre. Alors, exceptionnel quand même. Monsieur Manuel Valls, sur ce plateau, vous avez donc le premier délégué interministériel, le futur délégué interministériel, et puis moi aussi un ancien délégué interministériel, 3 délégués interministériels sur le plateau. Sur 6, c'est pas mal quand même, hein. Merci pour cette nomination pour Jean-Marc Mormec. C'est un homme de talent, et effectivement, comme vous l'avez dit, un homme de conviction. Et nous avons confiance en vous pour mener les combats pour l'Outre-mer, car comme vous l'avez dit, l'Outre-mer, c'est la France. S'il vous plaît, des applaudissements pour le Premier ministre, pour Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, Victorin Lurel, notre Toto, Jean-Marc Mormec,
Et puis, Najat Vallaud-Belkacem, je pense que les... Oui, oui, oui. On vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Madame la ministre, chère Najat, les membres du CREFOM viendront vous voir, car effectivement nous avons évoqué l'esclavage, et il y a une expression en ce moment qui perdure et qui est gênante, c'est l'expression en littérature, avoir un nègre. Avoir un nègre en littérature. Alors c'est vrai qu'on se dit, oh mais ce n'est rien. Cette expression est née au XVIIIe siècle et elle naît avec l'esclavage. Ça veut dire avoir un esclave. Et la France, le pays des droits de l'homme, de l'égalité, de la liberté, est le seul pays qui emploie ce type d'expression parce que chez les anglophones, on parle d'un écrivain fantôme. Merci. Alors, on va se retrouver, alors que tout le monde ne se rende pas au salon d'honneur pour le dîner, je voudrais tout de suite saluer la présence de nombreux parlementaires et d'élus et membres du gouvernement. Najat Vallaud-Belkacem, que vous retrouverez tout à l'heure, Annick Girardin, Michel Baillet, notre Georges-Paul Angevin, Georges Patient, sénateur de la Guyane, Abdourahmane Soili, sénateur de Mayotte, Meyer Habib et Frédéric Lefebvre, député des Français de l'étranger. Jérôme Chartier, député du Val d'Oise, est également parmi nous. François Pupponi, député du Val d'Oise et maire de Sarcelles. Michel Magras, sénateur de Saint-Barthélemy. Et puis les personnalités artistiques, Jacob Desvarieux, Françoise Laborde, Christine Kelly, des anciens membres du CSA et des journalistes. La célèbre écrivaine et romancière Calixte Beyala, Laurent Romeshko, avec qui nous avons mis en place sur France 2 le bulletin météo spécifique à l'outre-mer. France 3 n'en a pas encore voulu, mais cela ne saurait tarder. Et je voudrais remercier ici Claude Esclatine et Gilles Camouilly qui, à l'époque, à France O, aux chaînes Outre-mer Première, nous ont permis de réaliser cela. Et puis Eusanne Palsy est également avec nous. J'ai vu Eusanne, elle est là avec Fabrice Di Falco. Je vous reparlerai d'Eusanne Palsy tout à l'heure, qui vient de remasteriser le célèbre film Siméon. Et puis de nombreuses personnalités sportives également. Je pense à Pape Diouf, l'ancien grand président de l'OM. Bref, beaucoup de monde. On se retrouve tout à l'heure au Salon d'honneur.